Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 01 TV. Comme chaque mois, on prend beaucoup de plaisir à vous retrouver ici au cœur de Paris, au Village Baïsa, pour un nouveau Village Startup. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Voici le sommaire de ce Village Startup. Vous allez découvrir avec nos invités une application pour surveiller l'usage des écrans par les ados. Vous allez découvrir également un smartphone sans mouchard Google, ainsi qu'une cantine connectée. Oui, c'est mystérieux, vous en saurez plus dans un instant. Eh bien, dites-moi, c'est quand même assez varié comme sujet, hein. Et puis Fabrice Marcella sera là pour nous parler du business model Lean Canva. Jérôme, je sais que tu sais exactement ce dont il s'agit. J'ai fait une thèse là-dessus. Mais on rentrera dans les détails tout à l'heure avec le maire du village. Bienvenue, c'est parti pour Village Startup sur 01 TV. Notre premier invité, François, vient nous voir de Bordeaux. Bonjour Arnaud Gassens. Et on vous le remercie d'être venu nous voir. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors avec Jérôme, on n'est plus ado, mais on est vraiment accro à notre smartphone et à nos écrans. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous ou pas? Oui, surtout si vous avez des enfants et des ados. C'est faut savoir, et je ne vais rien vous apprendre, les écrans, c'est la source de conflit numéro 1. Alors, avec les parents. Vous savez qu'avant que vous commenciez votre introduction à votre pitch, nous avons 6 minutes, c'est très bien, vous êtes bien parti, mais 6 minutes pour que vous arriviez à nous convaincre. Qu'est-ce que c'est que MyTwiga? Bien dans le micro. MyTwiga, alors ça veut dire ma petite girafe, parce que justement, des sociologues ont comparé nos enfants nés avec le numérique à ce mammifère qui a une particularité, c'est celui qui dort le moins sur Terre, comme la génération née avec le numérique, et surtout qui a vraiment des problèmes de concentration. Et on a une génération qui a près d'un tiers de capacité de concentration en moins par rapport à les autres générations. C'est justement peut-être parce qu'ils ne dorment pas assez. Ils ne dorment pas assez et ils sont toujours sollicités par leur environnement numérique. Et par les écrans, voilà. Clair. Et donc, comme je vous disais, si vous êtes papa d'ado, vous savez que les écrans, c'est devenu la source de conflit numéro 1 dans les familles, et notamment avec l'arrivée du premier smartphone qui arrive dès l'âge de 11 ans maintenant, et c'est vraiment une problématique pour nous, parents. Et on est confronté à une on est doublement démunis, parce que, on a la vie numérique de nos ados qui nous dépasse, et 2, on a la période de l'adolescence à gérer, qui a comme particularité justement le fait que il y a une réticence, voire une hostilité de la part de nos ados, de tout conseil venant directement d'un adulte, et en particulier de leurs parents. Mais comment c'est un tableau très noir que vous brossez. Hein. Là, c'est dans les familles où tout va mal. Non, mais c'est un peu la réalité. Dans une famille normale. C'est compliqué. Comment appréhender ce sujet qui est très délicat quand même, hein? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué d'imposer des règles à un ado concernant l'usage de ces écrans. Alors c'est exactement pour ça qu'on a créé MyTwiga, notamment avec des experts de la parentalité, des experts de l'adolescence et des experts du numérique, justement, pour accompagner les parents et les ados, avec un parti pris qui est justement quelque chose qui prend à contre-pied les outils aujourd'hui de contrôle qu'on a de contrôle parental. Donc ce n'est pas une appli de contrôle parental. Pas du tout, c'est l'inverse d'un contrôle parental. Parce que dans MyTwiga, c'est l'ado qui est au cœur, justement, c'est la responsabilisation de l'ado qui est au cœur de l'application. Alors comment ça se passe? J'installe MyTwiga sur son smartphone? Donc il y a une application pour les ados, une application pour les parents, et on installe effectivement l'application MyTwiga sur le téléphone de l'ado, et l'application MyTwiga, ça va permettre de l'accompagner, de le former à la vie numérique. On a développé 13 thèmes qu'il faut savoir maîtriser pour avoir une vie numérique responsable. Ça va de la vie privée, ça va utiliser l'information. Ne pas répondre à n'importe qui sur les réseaux sociaux. Savoir utiliser les réseaux sociaux, mais aussi la culture numérique. On s'est aperçu que nos enfants nés avec le numérique ne savaient pas ce qui se passait derrière leurs écrans. Donc il y a un aspect culture numérique, en fait, pédagogique. Exactement. C'est un coach. C'est un parcours d'apprentissage qu'on a voulu ludique et gamifié. Et de l'autre côté, aux parents, on va leur permettre de suivre l'évolution de leur ado. Mais alors, est-ce que, en étant parent, je vais fliquer en quelque sorte mon ado et je vais savoir s'il est allé sur Facebook, sur Twitter ou sur telle ou telle appli? Alors c'est toute la pédagogie de MyTwiga. L'idée, c'est d'accompagner l'ado vers sa responsabilisation et de donner aux parents la possibilité de mettre un cadre d'utilisation. Comme on dit, on surveille le cadre, mais on ne surveille pas l'ado. Et l'idée, c'est justement de faire confiance à l'ado avec un cadre qu'on va pouvoir partager avec lui. C'est quoi le cadre? C'est une durée limite? C'est les sites qu'on fréquente? C'est quoi? C'est une durée limite et également les réseaux sociaux qu'on utilise. C'est ça le cadre. Et pour le coup, on est dans le cadre de la loi.
puisque les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans et avec l'accord des parents avant 15 ans. Mais par exemple, mon enfant a 11 ans, donc il n'a pas le droit d'aller sur Facebook, il s'inscrit à Facebook, enfin il utilise Facebook, moi je vais le savoir. En tant qu'adulte, je verrai qu'il est allé sur Facebook. Oui, sur les réseaux sociaux, oui. Vous êtes prévenu et surtout, on vous dit ce que c'est. Alors Facebook, on sait ce que c'est, mais imaginons TikTok, imaginons d'autres applications qu'ils utilisent. Les parents ne sont pas forcément au courant et là, on leur donne toutes les caractéristiques, les bénéfices, les dérives et les tutos aussi pour les family settings. Et ça marche aussi bien sur Android que iOS? Oui, exactement. Parce qu'on sait qu'iOS est un OS très fermé. Vous arrivez malgré tout à surveiller les usages, à superviser un peu ce qui passe? Alors on supervise de manière globale et c'est via un VPN en fait. Oui, c'est ça. C'est pour comme ça vous voyez ce qui passe. Exactement. Alors, quelle différence avec les très nombreuses applications, solutions proposées qui existent aujourd'hui? Même les systèmes eux-mêmes, Android, iOS, permettent une mesure du temps passé sur les réseaux, etc. Votre application apporte quelque chose de plus? Oui, parce qu'on s'en sert en fait. En fait, on fait monter en compétence les parents dans l'utilisation de ces outils. On ne va pas réinventer ce qui existe déjà et qui marche très bien sur iOS et sur Android. Mais en fait, c'est un contrôle parental qui met des limites bloquantes. Nous, on va les utiliser, les parents vont pouvoir l'utiliser, mais on va aider les parents à mettre ce cadre avec ces outils et à élargir le cadre progressivement avec l'évolution de l'ado. Est-ce que si j'utilise MyTwiga, je dois utiliser en plus un contrôle parental plus rigoriste, on va dire? Au début, oui, mais c'est les family settings qui sont même maintenant obligatoires. Oui, voilà, c'est obligatoire, donc on fait monter les parents en compétences. Alors ça coûte combien et comment ça fonctionne en fait? C'est des abonnements? 30 secondes. Allez, on vous écoute. Alors, on a un business model qui est issu directement, qui découle de nos convictions sur le numérique. Il était hors de question qu'on vende, évidemment, qu'on monétise les données des ados et des familles à des fins publicitaires ou de ciblage. Donc, c'est par un abonnement qui est de 4,90 € par mois. Voilà. D'accord. Pour un ado Pour un ado. Pour un ado, d'accord. Ok. Famille nombreuse, c'est plus cher. Il y a des réductions peut-être. Oui. Voilà, ça s'appelle MyTwiga. MyTwiga. Qui veut dire girafe, Jérôme, en swahili. Je le savais. On a vu de très belles girafes d'ailleurs dans votre petite vidéo de présentation. Ouais. Merci beaucoup Arnaud Guessens, donc fondateur de MyTwiga. Voilà, on va parler François encore un petit peu de, je ne vais pas employer le mot surveillance, mais enfin quand même de questions de vie privée notamment, avec un smartphone très particulier, avec un concept pour smartphone très spécial. Et oui, vous le savez, Village Startup tous les mois. Jérôme, on va parler maintenant d'un environnement sur les smartphones Android hyper protégé. Et oui, c'est une question récurrente, vous le savez. Que font les géants du numérique de nos données personnelles? Comment les protéger? Comment profiter du numérique sans se faire piller éhontément? On en parle avec Antoine Morino. Bonjour. Bonjour. Bonjour Antoine. Co-fondateur d'une start-up qui a un nom original, ça s'appelle Yodé. Tout à fait. Comme l'eau de la mer? Oui, ça part de cette idée-là. Oui. D'accord. Alors, expliquez-nous un petit peu votre concept. Vous voulez en fait mettre au point un smartphone sans mouchard Google, c'est ça? Et on lance le chrono. Et on lance le chrono, c'est parti pour 6 minutes. Exactement, on est parti d'un postulat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un smartphone Android, si vous prenez un smartphone... Alors bien le micro à gauche. Pardon, si vous prenez un smartphone Android et que vous le laissez allumer pendant une journée entière, sans l'utiliser, et bien à la fin de la journée, Google aura collecté plus de 300 fois la localisation du smartphone. Wow. D'accord. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée, ça n'a pas été réalisé par nous, ça a été réalisé par un chercheur américain. Et cette collecte de données, ça s'appelle la collecte passive de données, qu'effectue Google, mais également un tas d'autres acteurs de la tech via les applications qu'on installe. Et oui, parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on installe des applis, on accepte des conditions générales d'utilisation qui sont à rallonge, qu'on ne lit pas, et qui nous lient en fait avec ces applis. Parce que évidemment, si c'est gratuit, c'est nous qui sommes le produit, c'est bien connu. Oui. Tout à fait, tout à fait. Et bien, il y a les applications les données que l'on laisse volontairement, mais il y a ces données passives qui sont collectées à notre insu. C'est des choses qui sont invisibles, qu'on ne maîtrise pas, ça nous échappe. Alors souvent, c'est pour rendre des services par ailleurs. C'est entre autres pour rendre des services, mais collecter la localisation toute la journée, c'est pour tracer l'utilisateur. C'est pour derrière pouvoir exploiter ces données, cibler
et à des fins majoritairement marketing, mais il se peut qu'il y ait des dérives. Alors c'est intéressant ce que vous dites, ça ne fonctionne, ce tracking permanent n'est valable que sur Android, ou est-ce qu'il fonctionne aussi de la même manière sur iOS? Alors sur iOS, il est moins présent puisque... Oui, Apple a des restrictions quand même. Oui, voilà, Apple est, on va dire, moins pire que Google. Alors, dans ce sens. Que propose Yodé concrètement contre cela? Alors Yodé, il permet de reprendre le contrôle Donc sur Yodé, ces c'est un données. smartphone en fait. C'est une solution intégrée dans un smartphone. Donc un smartphone Android, on parlera après des modèles qui sont compatibles. Exactement. C'est basé sur Android, ça a été débarrassé des mouchards Google. Et en plus de ça, il y a une... C'est un Android passé au gel hydroalcoolique, quoi, en fait. Exactement, exactement. Dans le système, ça a été incliné. C'est ça. Et en plus de ça, il y a une protection qui agit sur les applications que l'on installe. Donc à quoi ça ressemble? Ça s'apparente à ceci. Voilà ce qu'on voit à l'image là. Voilà, exactement. Vous avez les applications qui font des requêtes vers des destinataires. Et il y en a une partie qui est une partie de destinataire qui est nocive pour l'utilisateur. Ça peut être des publicitaires, des spammers, des sites utilisés pour faire de la télémétrie. Une grosse famille de trackers qui est automatiquement bloquée par Yodé. Alors nous, on utilise une liste qui est open source, c'est une liste qui est développée par la communauté open source, qui est utilisée par des solutions. Donc c'est une liste noire, on bloque exactement. Ce qui pose problème. C'est une liste noire. Qui doit évoluer, j'imagine, au fur et à mesure. Exactement. Et donc ça permet de voir l'invisible, c'est-à-dire ces collectes que l'on ne voit pas en temps normal, et de voir tout ce qui est bloqué. Donc en noir, vous pouvez voir les collectes qui sont bloquées. Et donc vous pouvez voir les destinataires qui sont bloqués. Très bien. On voit un tout petit peu sur l'écran là. Mais dites-moi, vous avez le droit comme ça de bidouiller des téléphones? Parce que mine de rien, alors on va rentrer dans le détail des téléphones qui sont compatibles avec votre système. Vous réinstallez un Android épuré en quelque sorte, c'est ça? Oui, tout à fait. Ben, nous utilisons le code source de la plateforme Android. Donc c'est du code qui est libre, il y a des licences qu'on peut exploiter pour modifier le code source et le modifier en fonction des licences. On a des droits sur ces Et quels sont les téléphones compatibles? Nous avons des smartphones qui sont reconditionnés en France. Donc on a un partenaire reconditionnaire français qui nous fournit des Sony pour l'instant et des Samsung. Et depuis peu, on propose aussi le Fairphone en smartphone neuf, qui est un téléphone modulaire qui se veut éthique. Alors, quand on voit que des grandes marques, Huawei pour ne pas la citer, ont des problèmes parce qu'au contraire ils ne peuvent plus utiliser les applis Google, etc. Est-ce que finalement là on ne va pas se priver de fonctionnalités aussi en bloquant les mouchards comme Alors notre objectif c'est d'être compatible avec toutes les applications Android. Malheureusement du fait que c'est un Android qui est débarrassé des mouchards Google, il y a certaines choses qui sont encore bloquantes. Par exemple, la Google Maps ne doit pas être aussi performant, j'imagine, sur votre solution. Oui, tout à fait. Il y a certaines applications qui sont encore bloquantes aujourd'hui et c'est compliqué de les rendre compatibles. Donc ça, c'est le gros frein aujourd'hui du projet. Mais à part ça, la majorité des applications fonctionnent correctement. Il faut accepter d'avoir certaines applications. Oui, tout à fait. C'est un peu un sacrifice, quoi. Ça vise les gens qui cherchent un peu à se dégafamiliser, à se dégoogliser. Mais qui achète vos téléphones, en fait? Des gens qui en ont marre, tout simplement, de ce phénomène-là, d'avoir leurs données qui sont collectées à leur insu, qui cherchent des alternatives à Google ou à d'autres géants de la tech et qui ne respectent pas nos données personnelles. D'accord. Ça coûte combien ça coûte débarrassé de tous ces mouchards? Alors les modèles reconditionnés commencent à 230 € et on monte avec le Fairphone jusqu'à 450. D'accord. 500 avec le Fairphone 3 Plus. Et donc vous assurez les mises à jour parce qu'on sait que Android nécessite aussi des mises à jour de sécurité. Oui, tout à fait. Pas les mises à jour de sécurité. Non. Nous suivons alors Google release et Google dévoile des patchs de sécurité chaque mois et donc nous on suit les patchs de sécurité pour garder le système à jour. D'accord. On propose des mises à jour mensuel. Parfait. Et bien voilà, ça s'appelle Yodé, Jérôme. Si vous voulez un téléphone Yodé qui sent bon, qui manque pas de sel, mais je me suis dit bon, celle-là elle n'est pas terrible. Merci beaucoup Antoine. Merci. Et alors tiens, puisqu'on parle de sel, Jérôme, on va passer à la cuisine et on va passer au repas. J'ai même pas calculé là. En plus, c'est magnifique. Ça tombe pile poil là, tout de suite. Et oui, c'est l'heure de se mettre à table, François. Oui. Donc c'est ton moment préféré. C'est vrai. Avec une innovation
pour les entreprises et pour fournir aux collaborateurs d'entreprise de quoi se restaurer avec notre invité Salim Lalou. Bonjour. Bonjour. Bonjour Salim et merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Baobab Lab. Tout à fait. C'est ça, hein? Tout à fait. Alors c'est vrai, Jérôme disait que c'est vrai qu'on aime bien passer à table. Hein. C'est logique, c'est normal. Parlez-nous de votre cantine connectée. De quoi s'agit-il? Alors, de quoi s'agit-il? La cantine connectée, c'est un service qui est dédié aux entreprises. Donc, c'est un frigo qui est doté d'intelligence, qu'on installe dans les entreprises, qui nécessite aucun travaux et qui peut être installé en moins de 2 heures et qui permet, un peu comme un distributeur automatique, mais de façon un peu plus sexy, d'avoir accès à des produits, entrées, plats, desserts, tous les jours. Chaud, froid? Chaud. Alors, ils sont livrés froids, ils sont stockés froids, et on peut les réchauffer. Et on peut les réchauffer. C'est pas que des salades. Ce ne sont pas que des salades. Non, Sinon, on l'a perdu. non, on a de délicieux plats cuisinés. En fait, nous, on est traiteurs, Baobab Lab à la base, depuis 2017. Vous auriez pu nous apporter 2-3 plats. C'est vrai. En plus, on sort de table avec nos équipes. Je vois des plats, mais c'est des plats dessinés en plus. Mais attendez, parce que ça existe déjà. Qu'est-ce que vous apportez? Moi, je sais que au sein de mon entreprise, il y a maintenant des distributeurs de plats qui sont des plats quand même assez de bonne qualité, du Frischti ou d'autres grandes marques. Comment vous vous démarquez de ces concurrents déjà? Alors nous, par rapport aux concurrents qui sont sur le secteur de la cantine connectée, la différence c'est que c'est nous qui produisons la food. On a un laboratoire de production, on a des équipes en cuisine et on produit l'ensemble des entrées, plats et desserts. Ensuite, on a des engagements. Enfin, les concurrents que j'ai cités ont leur cuisine aussi. Absolument. Pas les seuls. Frischti a sa cuisine, effectivement. Tout à fait. Bon, on n'a pas la même pub. Non, mais c'était pour comprendre la différence. Et là où on va un peu plus loin, c'est-à-dire que nous, on a une charte de qualité sur l'ensemble des produits que l'on achète. Donc 75% des produits que l'on achète sont locaux. Nos viandes proviennent d'Aveyron, nos fruits et légumes d'une coopérative bio, le BOF, donc beurre, fromage, c'est le même principe. On est à peu près 250 km autour de notre... D'accord, donc il y a un engagement de qualité. Exactement, il y a un engagement de sourcing de produits sains et non transformés. Et alors parlez-nous de l'aspect connecté quand même. L'aspect connecté. Alors, à quoi sert-il et qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? En fait, ça met en place une espèce de magie un petit peu qui opère, c'est-à-dire que quand vous êtes devant votre frigo en tant que salarié dans l'entreprise, vous scannez votre carte bancaire ou une carte de paiement, vous êtes identifié par le frigo, il prend une empreinte sur cette carte-là à hauteur de 19, 35, 50 en fonction si c'est une carte NDRED ou autre, et la porte se déverrouille. Les restos fonctionnent. Absolument. Toutes les cartes Swile, toutes les cartes de paiement. On peut également fournir des cartes privées qui sont rechargées pour l'usage, et donc la porte se déverrouille. Donc j'ai accès à tout le frigo. Vous avez accès à tout le frigo. Génial. Ne dites pas ça à Jérôme, ça va le rendre fou. No limites. Vous choisissez votre entrée, plat, dessert, as you wish, ce que vous voulez. Et vous fermez la porte. Et là, il y a une magie qui opère, c'est que le frigo commence à faire un inventaire. Comment fait-il? Il va savoir ce que j'ai pris. Il va savoir ce que vous avez pris. Donc il fonctionne par déduction. Donc il a un stock X, il manque 3 produits. Ouais. Il sait que comment il les détecte? Par le poids Non, c'est pas le poids, c'est la technologie RFID, c'est de la radiofréquence. Donc l'ensemble de nos emballages sont étiquetés avec un tag RFID et dans le frigo, on a également des capteurs et des antennes RFID. Dès que ça sort, il le voit. Et dès que ça sort, il le voit. On ne peut rien lui cacher. Et on peut rien lui cacher. Et c'est fiable à 98%, pour être tout à fait transparent. Il y a quand même une petite marge. Il y a quand même une petite marge, effectivement. On est sur des ondes, donc c'est un peu difficile à contrôler. Mais donc ça veut dire que chaque emballage a une puce RFID. Absolument. Je peux braquer le frigo avec un gros aimant, par exemple? Vous pouvez braquer le frigo avec un gros aimant. Effectivement, on n'a jamais essayé, mais on pourrait tenter le coup. Et l'autre différence, c'est qu'on est zéro déchet. Il n'y a que dans la gastronomie où tu pourrais devenir voyou, en fait. C'est ça, c'est quand même assez terrible. Et on est zéro déchet. Et ça, c'est pas une blague. Alors attendez, zéro déchet. Qu'est-ce que je fais des emballages? Il y a deux choses. On est zéro déchet dans la zone de production, c'est-à-dire les produits qu'on achète, on les achète en partie en vrac. Donc on n'a pas d'emballage particulier pour nos produits qu'on achète. Et ensuite, dans les frigos, vous retrouvez des bocaux en verre. Donc c'est des bocaux en verre qui sont consignés. Et là-dessus, on travaille avec la consigne GreenGo, qui est une start-up qui vient de lever 1 million d'euros, qui met en place des containers connectés, qui sont compatibles avec nos frigos. Qui sont donc à côté du frigo qui sont donc à côté en question. Absolument, absolument. Qui sont donc à côté du frigo. Donc je prends mon bocal, je mange. Tout à fait. On vous débite une consigne, 1 euro, 2 euros, exactement. Et dès que j'ai terminé, je ramène le bocal absolument. vide.
et vous scannez la même carte qui a servi au paiement, au container, et vous êtes recrédité automatiquement. Donc ça, effectivement, aujourd'hui, et j'ai vraiment envie de le dire, on est les premiers à offrir une cantine connectée 100% maison et responsable. Mais alors, on a tous des goûts différents dans le frigo. Il y a combien de plats différents, d'entrées différentes? Il faut du choix quand même. Tout à fait. Surtout de la qualité. Tout à fait. Aujourd'hui, bon voilà, on n'a pas envie de manger. On a envie de manger des produits de qualité. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a 9 références de produits minimum dans le frigo. Donc 3 entrées différentes, 3 plats différents, 3 desserts différents. Comme on est sur des produits ultra frais, donc ce qui est livré le lundi est consommable et est à consommer encore jusqu'au mercredi. Donc il y a des produits qui peuvent rester dans ce frigo. Il y a des DLC de 2 à 3 jours en fonction des produits. Vous avez même DLC à 1 jour pour tout ce qui est ceviche, poisson cru par exemple. Nous on fait vraiment très très attention à ce genre de détails. Et donc vous pouvez vous retrouver le mercredi avec 11, 12, 13, 14 références différentes. Et effectivement le lundi, si vous avez loupé la super mousse au chocolat vegan qu'on fait, sans œufs et sans lactose. On fait de la mousse au chocolat sans œufs et sans lactose. Tout à fait. Ouais. Et sans chocolat. Et sans chocolat. Et avec du chocolat. Et j'imagine qu'en ces périodes où les restos sont fermés, enfin quand on va en entreprise, on n'a pas trop le choix. Est-ce que vous assistez à une explosion en fait de la demande? On assiste effectivement, tout à fait. On assiste à une explosion de la demande qui arrive de plus en plus. Et surtout, les entreprises ont envie d'avoir un rôle dans le quotidien. Oui, de ne pas proposer de la junk food qui va produire des déchets, et j'ai lu une étude récemment, effectivement, les plateformes de commande nous poussent à plus ou moins mal consommer parce qu'elles sont majoritairement dotées de partenaires de junk food. Donc nous, le gage est de qualité sur la partie sourcing, la partie produit. Ensuite, on travaille vraiment des produits bruts. Chez nous, vous trouverez 2 produits surgelés. Vous trouverez la Saint-Jacques et les crevettes. C'est tout, pour des raisons d'hygiène. Merci beaucoup, Salim. Voilà, ça s'appelle pour les petites entreprises aussi. À partir de 30 salariés, c'est possible, absolument. Super, merci beaucoup. Merci messieurs, merci infiniment. Et on va terminer ce Village Startup, Jérôme, par le coach Fabrice Marcella. Les conseils de Fabrice. Chaque mois dans Village Startup, on s'adresse à vous qui peut-être êtes en train de monter votre startup ou avez ça en projet avec notre spécialiste François. L'expertise du maire du village Baïséa, Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice. Bonjour à vous. Bonjour Fabrice. Alors Fabrice, aujourd'hui on va rentrer dans le dur. On va parler du business model Lean Canva, qui est un truc... Allez, je vous laisse vous débrouiller avec Lean Canvas. On ne connaît pas trop la signification. L-E-A-N et Canvas. Oui, moi, je connais le site Canvas pour faire des images. Canva, voilà, pour faire des images. Mais Fabrice, c'est toi le spécialiste, donc on va te laisser nous expliquer ça tranquillement. C'est un gros défi, quand même, en 6 minutes de faire ça, mais je vais me lancer. Allez, on lance, on va voir. Allez, c'est parti. Tu peux déborder un peu. Oui, le maire a quelques privilèges. Le maire a quelques privilèges, c'est vrai. En tout cas, c'est un épisode qui s'inscrit dans la suite logique de tout ce qu'on a vu précédemment. Tout à fait. On avait démarré par le questionnaire problème, chercher à s'assurer que l'idée qu'on avait répondait bien à un problème d'autres de clients potentiels. Ensuite, on avait vu la partie solution, c'est comment je réponds à ce problème. On a parlé également du prototypage, du no-code pour pouvoir réaliser ce prototypage. Et bien, suite à tout ça, on va parler de Lean Canvas. L'objectif là, c'est de formaliser de façon très simple sur un A4. Ça n'a pas l'air dur, il faut savoir compter jusqu'à 9. Le modèle économique. On dirait un sudoku, mais fastoche. Je vais m'en sortir là. Bon, en tout cas, j'ai pris mes anti-sèches avec moi et l'objectif là, c'est d'essayer de remplir le Lean Canvas qui va permettre de façon très schématique, très synthétique, tout le projet de votre entreprise. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un schéma qui permet en fait de façon très simple de mettre sur un papier le modèle économique de votre projet. Et pour faire ça, j'ai pris un exemple d'une startup que tout le monde connaît, Uber. Vous allez pouvoir répondre à mes questions justement pour pouvoir le remplir. On va essayer. Uber dans sa version VTC. C'est nous qui répondons aux questions. On va le faire ensemble. Allez, on y va. Donc, tout d'abord, première chose, donc j'imagine que c'est affiché à l'écran, on a un schéma. On l'a là. Le point numéro 1 à remplir, c'est le problème. Donc ça tombe bien, on a fait un questionnaire problème. Quels sont les 3 problèmes identifiés par les fondateurs de Uber ? À l'époque, c'était d'une part, il est difficile de trouver des taxis à toute heure de la journée et partout. 2, l'autre problème, c'était quoi ? C'est que le prix, le confort. Et le prix, en fait, on ne connaissait pas le prix par avance. Oui. Donc on avait la bonne surprise quand on arrivait de connaître le prix. Et le troisième élément qui, en tout cas, moi, m'agaçait profondément, c'est qu'on était obligé de payer en cash. Rarement, les taxis prenaient la carte bancaire. C'est plus le cas aujourd'hui, je rassure tout le monde. Surtout en France. C'est plus le cas grâce à Uber. Il faut le dire. C'est exactement ça. C'est exactement ça.
Donc ça, on voit bien que le questionnaire problème, qu'on avait vu précédemment, doit pouvoir révéler ça. Ensuite, dans le questionnaire problème, on identifiait également les segments de clients. C'est ce que je vous propose de répondre. Donc c'est le point numéro 2 du schéma. Donc on bosse aujourd'hui. Hein. Oui, on y va. Allez, les clients, les segments de clients. Il y avait principalement, tel qu'identifié en tout cas par Hubert, les millennials. Les millennials, c'est quoi? C'est pas nous. Hein. Non, c'est pas nous. Non, ce sont ceux qui sont on nés. est juste après. Ce sont plutôt. Je vais y arriver. Ceux qui sont nés dans les années 2000. Allez, ensuite, ça répondait aussi à une segment de clientèle tels que ceux qui ont des voyages d'affaires notamment, les touristes. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on travaille sur la proposition de valeur qui a dû révéler également le questionnaire problème. La proposition de valeur aujourd'hui d'Uber, c'est quoi? C'est de proposer une solution de transport individuelle instantanée dans toutes les villes du monde. Et le pitch finalement d'Uber, c'est quoi? C'est un taxi partout et en tout temps. Donc on voit bien là, c'est tout ce qu'on a vu précédemment qui doit permettre de formaliser cette proposition de valeur compréhensible par tous. D'accord. Donc ils ont fait ça chez Uber. Qui marche à l'international. J'imagine qu'ils ont fait ça en tout cas. En tout cas, on s'est sûrement inspiré de la manière de faire. Et qui marche à l'international, c'est ça aussi. Qui marche à l'international. On lance l'appli qui est la même partout et ça fonctionne. Et ça fonctionne. D'ailleurs, souvent, j'utilise moi principalement, enfin chaque année, au CES de Las Vegas, qu'on n'a pas pu avoir cette année, mais effectivement. Cette année, on l'a moins utilisé. Je l'utilise sur Paris, quoi. Voilà, c'est ça. Allez, on y va. Quatrième brique à remplir, ce sont toutes les fonctionnalités que vous avez identifiées lors de ce que l'on a appelé le questionnaire orienté solution. Donc là, les fonctionnalités principales de Uber, quelles sont-elles? Plateforme de mise en relation entre le chauffeur et le client. 2, c'est d'avoir un forfait qui est évalué dès le démarrage, c'est-à-dire qu'au moment où vous faites votre commande, vous savez combien vous allez payer. Et 3, c'est de pouvoir payer avec votre carte bancaire. C'était 3 fonctionnalités minimum pour pouvoir démarrer et répondre aux problèmes rencontrés par l'ensemble des clients. Une fois qu'on a fait ça, comment je distribue mon application? Donc comment je distribue en tout cas mon service? Ça, c'est le point 5 à remplir sur le schéma. Eh bien, je le distribue, et tu en parlais tout à l'heure, François, via mon application mobile. Pour attirer des clients, j'ai peut-être des codes promotionnels. Et puis, éventuellement, j'ai des mailing lists pour aller chercher des clients un petit peu partout, en tout cas parmi ceux qui sont intéressés. Et je peux m'appuyer d'ailleurs sur tous ceux que j'ai identifiés lorsque j'ai fait mon questionnaire problème et mon questionnaire solution. Des bonbons, des bouteilles d'eau. C'est comme pour attirer les petits-enfants. On met des bonbons. Et c'est ça, on va les attirer. Et puis au bout de 2 ans, on les enlève. Il n'y en a plus là? Les bonbons peut-être, les bouteilles d'eau plus beaucoup, je crois. Oui, ça a disparu du modèle des Uber. Alors quand on parle de business model, on ne fait pas tout ça pour rien. Il y a aussi des sources de revenus. Donc là, c'est le bon moment en tout cas pour identifier comment vous allez rémunérer votre prestation. Uber se rémunère principalement via un taux de commission qui est prélevé sur le montant du chiffre d'affaires de nos chauffeurs. 7. Tout ça, ça a un coût, c'est pas gratuit. Je vais y arriver sur les 9 points. J'espère que tu prends des notes, Jérôme, parce qu'après tu vas tout nous récapituler. Je te donnerai la feuille. Allez, on y va. Sur la structure non, mais c'est super intéressant, cela dit. Non, mais vraiment. Allez, tout ça, ça a un coût. D'une part, il faut que je finance l'application et le site internet qui va me permettre d'héberger cette application. 2, pour pouvoir conquérir des clients, ça a un coût également. Quand j'ai des offres promotionnelles, quand je fais du mailing, tout ça, ça coûte. Et ensuite, j'ai un coût de recrutement de mes chauffeurs et d'animation des chauffeurs. Et de rémunération des chauffeurs. Et de rémunération. Mais ça, c'était... Oui, ça, c'est plus tard. Non, source de revenus. Je prends qu'une commission sur la source de revenus. D'accord. Tu suis pas, François. Et tout ça... Comment je sais finalement que je suis dans l'objectif? Donc il faut que je me fixe des indicateurs clés qui me permettent de piloter mon activité. Donc les indicateurs clés dans le cas de Uber, quels sont-ils? Nombre de courses réalisées, nombre d'utilisateurs, prix moyen des courses et nombre de chauffeurs. C'est les fameux KPI? C'est ça. C'est ça. Donc j'ai besoin de vérifier si je suis bien sur les rails et si surtout j'ai la croissance que j'imagine. Et puis enfin, dernier élément, mais élément crucial lorsqu'on crée une boîte, c'est quoi votre avantage déloyal? Déloyal dans le sens où vous mettez une barrière à l'entrée tellement forte que finalement un concurrent va avoir du mal. Et donc c'est pas la techno finalement, parce que faire une application mobile qui met en relation les uns avec les autres, on voit bien que il y en a des dizaines aujourd'hui. Et donc là, l'avantage déloyal d'un Uber, c'est principalement son nombre de chauffeurs. 3 millions de chauffeurs et le nombre de villes aujourd'hui couvertes dans le monde. C'est ce que tu disais tout à l'heure, quel que soit le pays dans lequel je me trouve, je sors la même appli, je ne vais pas chercher l'appli G7 ou l'appli d'un autre service. Uber fonctionne partout. Alors cela dit, aux US par exemple, il y a Hitch aussi. Oui, voilà, il y a des concurrents vraiment. Il y en a d'autres. Mais c'est vrai que... Mais Hitch, ça marche où? Ça marche principalement aux US. Mais c'est vrai qu'il n'y a que Uber qui a cette portée vraiment internationale. Nous-mêmes en France, on a d'autres applications qui fonctionnent très bien également, qui sont arrivées après néanmoins, et qui ne sont pas internationales aujourd'hui, mais qui sont des concurrents réels. La force, c'est l'aspect global. Alors, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, c'est bon, on peut se lancer. Tu peux lancer Uber.
Parce que c'est bon, je vais lancer un concurrent d'Uber. Ouais, en fait, ça permet de formuler de façon synthétique toutes les étapes précédentes, de faire évoluer aussi des hypothèses de travail. C'est quand même plus simple sur un schéma comme celui-ci d'avoir différentes hypothèses de travail pour aller ensuite vendre cette idée également. Et ça ne nous dit pas si le modèle est viable économiquement là. Non, ça nous dit en tout cas, ça nous permet d'échanger avec des investisseurs, d'échanger avec des partenaires pour pouvoir lancer l'entreprise sur un format extrêmement simple et synthétique, compréhensible par tous. Sur une simple page A4. Sur une simple page A4. Super. Le business model Lean Canvas. Je vais le faire pour ma start-up. Ok, on en parle la prochaine fois. Voilà, très bien, exactement. Il a bien raison. Vas-y, Jérôme. Tu as un coach qui est là pour toi, à ta disposition. Donc, profites-en. Merci, Fabrice. Merci beaucoup, vous deux. Fabrice Marcella. Maire du village Baïséa, donc pour terminer ce village start-up. Et merci à vous tous de nous avoir suivis ce mois-ci encore. Vous pouvez retrouver également toutes les autres vidéos des invités que nous avons reçus précédemment. Et on commence à en avoir quelques-uns quand même, des vidéos. Qui montrent bien tout le dynamisme entrepreneurial français. Il y a plein de choses super intéressantes. Et on se retrouve bien sûr le mois prochain ici même. Portez-vous bien, à bientôt. Salut à tous.